Parfait. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve ce soir donc pour la troisième édition de nos échanges, cette fois-ci sur le lycée et l'éducation, un thème ô combien important et transversal. Pour discuter de ce sujet, nous avons des invités de qualité. En effet, je me tourne donc vers Bertrand Degnaud, vice-président régional donc en charge de l'éducation et des lycées. Donc, bonjour à vous Bertrand. Bonsoir, ça va? Vous allez très bien? Parfait. Alors, je me tourne maintenant sur ma droite vers cette fois-ci donc François Vermès. Bonsoir. Voilà, président de l'OGEC, donc l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, situé donc à l'Institut Jean-Paul II, c'est bien ça? Institution Jean-Paul II à Rouen. Voilà, c'est ça à Rouen. Très bien. À ma gauche, donc Philippe Tessier, proviseur du lycée des métiers, donc Rilsen de Pont-de-Mer. Rilsen, voilà. c'est ça, de Pont-de-Mer. Un établissement fortement ancré sur le territoire puisqu'il propose tout type de formation, donc continu, professionnel et apprentissage, c'est bien ça? Exactement. Voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter durant nos échanges. Et donc, je me tourne vers ma dernière invitée, donc Pauline Rivière, donc lycéenne à Mortagne-au-Perche, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et filleule de l'association Chemin d'Avenir. Chemin d'Avenir qui est une association donc, qui vient en aide aux jeunes ruraux pour qu'ils aient les mêmes moyens que les étudiants dits citadins. Pareil, vous pourrez en discuter un peu lors de nos échanges, j'imagine. Donc avant de laisser la parole aux invités, j'aimerais juste poser un peu le contexte par rapport à tout cela. Donc tout d'abord, en Normandie, nous avons différents types de formations. Donc les formations continues avec par exemple les bacs généraux, les formations dites professionnelles et l'apprentissage. Quelques chiffres histoire d'illustrer le tout. Nous avons 255 établissements scolaires, dont 144 lycées publics. Ces 144 lycées publics abritent plus de 134 000 lycéens, ce qui représente un fort coût. Par exemple, 45 000 ordinateurs. Et forcément, ce coût, ne serait-ce pour les entretenir, sont de 56 millions. Au-delà de ce budget, nous avons en parallèle donc, des politiques régionales qui sont mises en place pour investir, pour répondre aux différentes problématiques et aux différents enjeux qui se présentent aujourd'hui et depuis quelques années. Justement, je vais pouvoir laisser la parole donc, à Bertrand Degnaud pour en discuter un peu plus, pour développer le tout. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans le chat et que vous pouvez donc à tout moment nous poser des questions. Nous y répondrons avec plaisir. Voilà, je laisse la parole donc à Monsieur Degnaud. Alors, pour les compétences de la région, elles sont très vastes en matière d'éducation. On va en parler tout au long de la soirée. Il faut savoir, grosso modo, en ce qui concerne les lycées publics, qu'on est propriétaire des murs. On est propriétaire des tables, des chaises, du matériel informatique, de l'ampoule, de tout ce qui va dans l'établissement qui permet aux enseignants et aux élèves d'enseigner et d'apprendre. On est propriétaire de tout cela et on doit entretenir tout ça comme tout bon propriétaire. On doit faire chauffer les établissements, on doit avoir de l'eau chaude, on doit avoir de l'électricité, on doit avoir tout ça. Et donc ça, c'est la région qui paye l'intégralité de tout ça sous des formes plus ou moins directes, selon une organisation qui est mise en place, soit par la loi, soit parce que nous, on décide de le faire comme ça, mais pour qu'on puisse vraiment permettre à tout le monde de fonctionner du mieux possible tout au long de l'année. À côté de ça, nous avons aussi l'enseignement privé qui est en dehors du système public, mais qui a quand même, de par la loi et de par la volonté de la région à côté, une forte aide et une forte implication. Et donc, on accompagne aussi le forfait d'externat, ce qu'on appelle grosso modo techniquement les frais de cantine, les frais de fonctionnement aussi. Alors, c'est un calcul très alambiqué comme c'est le faire l'État et la loi pour arriver à un pourcentage par rapport aux investissements et aux dépenses de personnel pour les lycées publics. Les lycées privés ont droit à une certaine somme. Et on a aussi toute une série de politiques à côté de ça à la région Normandie, ce qu'on appelle les actions éducatives, qui vont au-delà du simple fonctionnement des lycées, du simple investissement de travaux dans les lycées. Ce sont toutes des actions qui ne sont absolument pas pédagogiques. On ne va pas aller dire aux enseignants, vous allez faire tel ou tel sujet en matière à l'examen, vous allez faire plus de maths, moins de français, plus d'anglais. C'est pas ça qu'on fait, ça c'est l'État, c'est le rôle pédagogique de l'État, mais nous avons quand même des actions éducatives qu'on met en dehors pour faire des jeunes citoyens ouverts au monde, ouverts à la vie, ouverts à la tolérance, ouverts à la musique, ouverts à plein de choses, à l'international, on aura l'occasion d'en reparler. Et on fait tout ça pour permettre aux jeunes Normands de s'épanouir, de trouver leur voie, de trouver leur formation
en partenariat avec les établissements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, les maisons familiales, les centres d'apprentis également. Et tout ça, on le fait au quotidien par un dialogue permanent qu'on a avec les chefs d'établissement, avec les gestionnaires, avec les chefs de cantine, puisqu'il faut savoir aussi que tous les agents qui sont dans les lycées, les agents qui font la cuisine, les agents qui servent les repas, les agents qui font le ménage dans les établissements, sont des personnels de la région. Et c'est même le plus gros corps de fonctionnaires de la région qui sont à même de servir et de travailler eux aussi au bien-être de tous nos élèves et de leurs enseignants. Voilà les grandes lignes de la politique de la région qu'on va pouvoir détailler tout au long de cette soirée. Parfait. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux acteurs donc, dans le secteur public et privé. Donc, justement, là, on a pu voir un peu la vision globale, la vision par rapport à la région. Vous, sur le terrain, donc, je m'adresse donc à Monsieur Tessier et donc à Monsieur Vermès. Comment cela se traduit-il? Quelles sont vos relations avec la région? Comment vous agissez en fait par rapport à tout ça, de manière globale? Alors, effectivement, nous avons un dialogue constant avec la région pour organiser le fonctionnement des établissements. Monsieur Deniau l'a rappelé, pour qu'un établissement puisse fonctionner, effectivement, il faut que tout le matériel soit à disposition et qu'on ait du personnel pour assurer l'entretien, la maintenance. Et parfois, c'est quelque chose même d'assez large. Si je prends l'exemple de mon établissement, sur un parc de 5 hectares, il faut un jardinier pour entretenir les pelouses. Et ça permet évidemment d'avoir un cadre de travail tout à fait agréable pour tous les usagers. Donc nous avons des réunions assez régulièrement avec les différents services de la région. Moi j'ai particulièrement apprécié la mise en place de groupes de travail avec les proviseurs et les gestionnaires, bien entendu, pour travailler sur tous les thèmes qui nous intéressent, que ce soit effectivement les dotations de fonctionnement, que ce soit la gestion RH, la gestion des agents, les tarifs de cantine. Les tarifs de cantine, voilà, exactement. Et puis tout ça, évidemment, est relayé aussi dans nos conseils d'administration par deux représentants de la région qui siègent, deux conseillers régionaux, ce qui nous permet aussi de faire le lien avec les services, puisque quand on a un dossier à présenter ou à suivre, eh bien on peut faire appel à eux aussi, et voilà, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Monsieur Vermès? En ce qui nous concerne, bien évidemment, l'enseignement privé, je dirais, gère son personnel, gère la totalité des tâches afférentes à l'enseignement et la pédagogie, hormis les enseignants qui sont sous contrat d'association avec l'État. Mais en ce qui nous concerne, c'est plus un appui de la région concernant la gestion de l'établissement et concernant la gestion de l'établissement privé que nous sommes. D'une façon générale, je voudrais quand même revenir sur un épisode passé qui a beaucoup marqué l'enseignement privé dans l'enseignement Haute-Normandie, puisque nous avions un forfait d'externat qui était quasiment le dernier. Disons que pendant une période, nous étions l'avant-dernière région dans le montant du forfait d'externat qui était attribué par la région, et nous avons finalement été les derniers, puisque le Limousin a réussi à nous doubler la dernière année pratiquement, ce qui nous a obligés à intenter une action en justice devant le tribunal administratif pour l'ensemble des lycées privés de la région Haute-Normandie face à l'ancienne majorité régionale. Donc cette action en justice a donné des fruits, puisque avec l'arrivée de Hervé Morin comme président de la région Normandie, nous avons pu transiger avec la région pour faciliter le déblocage de cette action en justice. Et bien évidemment, ce que je reconnais dans les engagements, ce sont les engagements d'Hervé Morin qui ont été vraiment tenu, puisque peu de temps après son élection, il a voulu impérativement débloquer ce litige avec les lycées d'enseignement privé, et nous avons pu, dès 3 mois après l'élection d'Hervé Morin, bénéficier de remise à niveau du forfait d'externat, et je dois dire que ça nous a permis de pouvoir investir
dure depuis de nombreuses années et de pouvoir réaliser tous les travaux que nous avions à réaliser. Je dirais que la région s'est portée garant des travaux d'un emprunt que nous avons dû contracter pour effectuer des travaux qui étaient relativement importants. Et j'ai eu le grand plaisir de recevoir Hervé Morin le 4 février dernier. Monsieur Degnaud était également présent pour pouvoir manifester la reconnaissance non seulement de notre établissement, mais je pense de l'ensemble de l'enseignement privé de Rouen et de son agglomération au regard de tout ce que la région a fait pour l'enseignement privé et nous permettant aussi de donner un certain confort et un certain bien-être à nos élèves. Et ça, nous le devons à la région. Alors, Monsieur Denis, oui, je voulais juste compléter pour donner quelques chiffres aux Normands qui nous regardent. Le litige portait sur 45 millions d'euros. Et quand les OGEC ont saisi le tribunal administratif pour demander une expertise pour savoir exactement, du fait du refus de l'ancienne majorité d'appliquer simplement la loi, il a été constaté par l'expert que cette somme pouvait être à peu près de 45 à 46 millions d'euros, mais qu'il y aurait des intérêts de retard et qu'au final, si on ajoutait à cela les frais de procédure et d'autres petits faux frais eu égard à la somme totale, du fait de la transaction qui est intervenue entre les OGEC et la région et le fait qu'on ait dit simplement on va appliquer la loi depuis le début, on a fait économiser, puisque les OGEC, dans le cadre de la transaction, ont dit on veut bien abandonner une partie des intérêts, on a fait économiser aux Normands 15 millions d'euros. Donc on a rempli les conditions de la loi, on a permis aux OGEC de se retrouver à niveau financièrement et on a fait économiser aux Normands 15 millions d'euros. Je pense que c'est assez rare pour être souligné. Bien entendu. Du coup, Pauline Rivière, toi, en tant que lycéenne, comment est-ce que ça se traduit comment ressens-tu, entre guillemets, justement, cette expérience de lycée dit rural et un peu ton vécu global? Alors, j'ai beaucoup de chance d'être en lycée rural dans la région de Normandie parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Avec notamment, en ce moment, on voit dans mon lycée, personnellement, on voit la mise en place des ordinateurs portables et des PC qui sont du coup, ils viennent d'arriver. C'est des nouveaux matériels, des nouveaux matériaux qui vont du coup nous permettre de mieux travailler parce que c'était en train de devenir très ancien, très difficile à manier. Et aujourd'hui, on a la chance de se retrouver avec des nouveaux matériaux, des PC qui nous permettent de travailler à égalité avec les lycées des autres régions. Parce que c'est commencé à être assez dur. Puis on a aussi la chance en tant que lycéen de petits lycées qui ait une proximité avec le corps enseignant, avec les agents aussi qui nous connaissent et du coup ils peuvent répondre à nos demandes parce qu'ils savent ce qu'on attend en fait. Ils sont capables de voir où sont nos difficultés et de nous aider à aller outre et de réussir au final. Parce que c'est un peu le but. Oui, et c'est justement en lien donc, avec l'association dans laquelle tu es affilié pour, oui. Entre guillemets, voilà, améliorer les chances, surtout dans un contexte rural. Oui. C'est ça. Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un souhaitait rebondir sur tout ça, ou attaquer un autre sujet, par exemple le numérique peut-être? Peut-être pour compléter sur ce que vient de dire Pauline sur les ordinateurs, ce dont tu parlais sûrement, c'était le renouvellement du parc des ordinateurs qui se fait naturellement quand les lycées le demandent. La région change le matériel. Vous savez tous qu'un ordinateur a une durée de vie limitée. Mais il y a un point que je voudrais souligner, c'est que Hervé Morin a décidé qu'à partir du mois de septembre prochain, tous les élèves de seconde qui entreront en seconde dans les lycées normands seront équipés pour leurs 3 années de lycée d'un ordinateur, parce qu'on a vu l'année qui vient de s'écouler et les 2 années scolaires qui sont en train de se terminer ont montré la nécessité du numérique. On a tout un programme de lycée du futur, de lycée 100% numérique qui se déroule et qui était peut-être un peu précurseur dans la matière, mais on a voulu, de par l'expérience du premier confinement, où on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes lycéens normands et beaucoup d'apprentis normands et beaucoup de jeunes étaient en difficulté d'équipement parce que le télétravail s'est développé pour les parents, parce qu'on n'avait peut-être qu'un téléphone portable pour travailler, peut-être qu'une tablette, qu'on peut faire des choses mais qu'on ne peut pas tout faire. Et donc on a décidé qu'il fallait un ordinateur parce que c'était vital et que par souci d'équité, il fallait que chaque élève entrant en seconde ait un ordinateur, en plus de ceux qui aura
au lycée. Donc ce sont 20 millions d'euros qui vont être mis pour l'achat de 40 000 ordinateurs cette année, plus 6 millions pour développer le Wi-Fi dans les établissements pour qu'on puisse travailler correctement, parce qu'avoir un outil c'est bien, mais avoir le réseau qui va avec pour utiliser, je pense que c'est mieux, et qu'il y a certains établissements où il faut plusieurs bornes de Wi-Fi pour que ça fonctionne. Donc c'est un point important, 20 millions d'euros par an, 40 000 ordinateurs pour les élèves de seconde, pour leur permettre de travailler et d'appréhender mieux l'usage. Ce n'est pas qu'un prêt d'ordinateur pour faire les leçons le soir. Ça n'enlève rien à la présence, évidemment, de l'enseignant. Ça n'enlève rien à l'intérêt du présentiel, comme on dit maintenant, et du contact entre l'élève et son professeur. Mais c'est pour pouvoir travailler correctement en cas de pépin, pouvoir apprendre aussi l'usage du numérique, parce que le numérique est partout. Et on va aussi, à côté de ça, à côté du prêt, organiser des formations, des tutos en physique par territoire pour permettre à tout le monde de bien appréhender cet usage de l'ordinateur. Quand je dis tout le monde, je parle des lycéens, bien évidemment, mais aussi de leurs parents, de leurs familles, pour que tout le monde s'acclimate bien au numérique et accepte le numérique, et qu'on puisse ainsi progresser et avoir une équité de traitement pour tous les Normands et pour tous les jeunes de Normandie, qu'ils soient de l'enseignement public, qu'ils soient de l'enseignement privé, qu'ils soient des MFR, parce que, je le dis toujours, on ne travaille que pour une seule catégorie de personnes, ce sont les Normands. Monsieur Tessier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, Monsieur Degnaud a tout à fait raison d'insister sur le numérique. Aujourd'hui, le numérique est incontournable. Il fait partie de la formation de tous les jeunes et dans l'évolution des programmes, l'évolution des référentiels, les compétences numériques sont de plus en plus développées. Et on a bien vu, effectivement, encore maintenant avec la crise sanitaire, lorsque les jeunes sont obligés de travailler à la maison, qui ne sont pas tous effectivement équipés avec le matériel qui va bien, ou peut-être il y a le matériel à la maison, mais comme évidemment on est plusieurs dans le foyer à avoir besoin de travailler en même temps, ça pose un problème. On s'est heurté parfois à ce genre de difficultés. Donc l'initiative qui consiste à fournir à chaque jeune en début de scolarité au lycée un appareil personnel, donc il va pouvoir garder pendant ces 3 années de formation. Ça c'est excellent et ça va beaucoup les aider, que ce soit en milieu rural ou en d'autres secteurs d'ailleurs. Le problème est exactement le même. Donc je salue cette initiative. Très bien. Par rapport à tout ça... Oui, je voudrais quand même revenir sur ce que disait M. Degnaud tout à l'heure. Nous devons quand même prendre en considération qu'en 2007, lorsque nous avons entamé cette procédure contentieuse auprès du tribunal administratif, le forfait d'externat pour notre établissement était de 383 € par élève et par an, sachant que nous avons à peu près 500 élèves dans notre lycée. Aujourd'hui, grâce à la bonne volonté et l'immense, volonté de la région, nous sommes à un forfait qui atteint 966 € par élève et par an. Donc c'est quand même un effort considérable. Je dirais que parallèlement à cela, nous avons des travaux qui sont financés par des subventions de la région. Et comme je le précisais tout à l'heure, nous avons réalisé la réhabilitation de tout un bâtiment de classe terminale avec des laboratoires ainsi qu'une partie de l'internat, puisque la deuxième partie est en cours de réhabilitation. Mais tous ces travaux n'auraient pu être réalisés sans la participation active de la région, le soutien indéfectible de l'équipe régionale. Et quand je dis l'équipe, c'est tout un ensemble de personnes qui, au travers des dossiers de subvention, au travers de leur présence à nos côtés, ont fait que nous ayons pu réaliser l'ensemble de ces travaux. Je voudrais préciser pour parler aussi des établissements publics, puisque dans le même temps, même si on a beaucoup augmenté notre participation, pour revenir simplement à la loi sur le forfait d'externat, outre, comme vous l'avez dit, M. Vermès, pour l'accompagnement à l'investissement, pour les lycées publics, la même participation sur les fonctionnements est de 56 millions d'euros par an pour le fonctionnement dont
dont vous parliez tout à l'heure, de chauffage, d'électricité, c'est-à-dire qu'on verse une somme, une dotation globale tous les ans en discussion avec les établissements. La direction des lycées est en contact permanent avec les établissements, notamment pour cela. Et on donne une enveloppe en début d'année. Et cette somme globale, c'est 56 millions. À côté de ça, depuis le début du mandat de 2016, avec Hervé Morin, malgré la fusion des régions à réorganiser, malgré la fusion de toutes les politiques à organiser, puisque rien n'était prêt, on a réussi à investir 580 millions d'euros dans l'investissement, dans la construction, la rénovation, l'amélioration, l'isolation de tous les lycées. Pauline me disait tout à l'heure que dans son lycée, c'est la cantine qui est en train d'être faite. Il y a l'internat qui va aussi être refait. Il y a énormément d'investissements qui sont réalisés dans les établissements publics. Il y a le lycée numérique, il y a le lycée du futur. Il y a plein de choses comme ça. C'est énorme les sommes qui sont versées chaque année pour les établissements parce qu'il y a un retard fou et qu'on veut vraiment moderniser nos établissements, les rendre moins consommateurs d'énergie, les rendre moins sonores, les rendre moins bruyants, les rendre pour certains moins moches. Et donc essayer de faire des choses plus modernes, plus belles et de permettre vraiment une amélioration pour faire de la région Normandie une des pionnières en éducation. Alors, un autre point intéressant et donc qui mérite d'être souligné, c'est aussi l'alimentation dans les lycées. En effet, tous les ans, il y a plus de 13 millions de repas qui sont donc mis en place au sein des lycées. L'alimentation a donc une part importante. Qu'est-ce que la région fait? Quels sont ses enjeux? Et comment articuler tout ça de manière concrète derrière? Peut-être Monsieur Degnaud en premier lieu et ensuite commencer sur le terrain. On a lancé un grand plan qui s'appelle Je mange normand dans mon lycée qui a pour objectif sur 5 thématiques d'améliorer les choses et de positiver aussi le message et de rassurer les familles, de rassurer les élèves. Le premier point, c'est l'approvisionnement local. Je mange normand, c'est-à-dire qu'on veut que 80% des produits qui sont servis dans les établissements, dans les cantines, soient issus de producteurs normands. On y arrive dans certains établissements. Il y a un lycée à Alençon qui a 77% de produits normands. Donc on y arrive, c'est faisable. Il faut une réelle collaboration entre l'adjoint gestionnaire et le chef de cuisine pour arriver à faire ça, mais on peut y arriver. La moyenne des établissements de Normandie est de 50%. C'est pas assez, c'est mieux que ça n'a été, nettement mieux. Il faut féliciter les établissements, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a aussi une consommation en produits bio qu'on peut encourager. Il y a la diminution des déchets alimentaires, ce qui est une chose très importante. Il faut savoir qu'on a fait le calcul l'autre jour. Si on prend la totalité des déchets qui sont faits dans une année scolaire, c'est 4,5 millions d'euros. 4,5 millions d'euros, c'est exactement le coût de l'isolation d'un lycée que je viens d'inaugurer il y a quelques semaines dans l'Orne, à Ferté-Massé. C'était exactement la même somme. Donc vous voyez que si on diminue le nombre de déchets, on peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est très important. On a aussi la fabrication maison. Faire en sorte que les produits à la cantine, que les plats soient préparés à la maison et non pas faits dans des barquettes achetées ailleurs ou préparés ailleurs, que ce soit du fait maison. Et Pauline pourra en parler aussi, c'est un sujet très important et elle est dans un établissement où le chef de cuisine est exemplaire, c'est l'animation. L'animation dans la cantine, l'animation dans la vie collective, tout ce qui est fait, les petites manifestations, les petits gestes, les petits plats, les petites choses spéciales qui peuvent être faites au cours de l'année. C'est un grand plan qu'on a mis en place en parallèle avec la direction de l'agriculture et Clotilde Dier, ma collègue en charge de ces questions-là, pour vraiment aider les producteurs locaux, les producteurs normands, rassurer les familles sur savoir ce que l'on mange, donner de la qualité. Et on découvre aussi que consommer local, consommer normand, c'est pas forcément plus cher que d'acheter plus loin, d'acheter plus en gros les quantités. Et donc, au final, tout le monde s'y retrouve puisque on mange mieux, on mange chez nous, on sait ce qu'on mange. C'est des produits faits maison, donc on est tous gagnants. Tu peux peut-être, Pauline, raconter ce que fait le chef de cuisine et de même donner son nom, parce que c'est une star au lycée de Mortagne. Oui, je peux attester personnellement toutes les mesures dont vous venez de parler, parce que je l'ai vu personnellement tout au long de ma scolarité, la nourriture, le fait qu'elle soit locale, qu'elle vienne de la région, des producteurs qu'on connaît parfois, c'est vraiment un grand avantage. Et puis on a un petit lycée avec notre chef cuisinier Polo qu'on apprécie énormément. On voit aussi qu'il essaye de personnaliser un peu à notre image le lycée, parce qu'à chaque anniversaire, par exemple, on va avoir
le chef qui va venir avec un dessert pour la personne, on va chanter joyeux anniversaire, enfin vraiment quelque chose de très familial. Et il y a aussi beaucoup de petits ateliers au fil de l'année qui sont mis en place. Enfin, cette année, beaucoup moins avec le Covid, mais on a vu les années précédentes des ateliers crêpes avec une crêpière de la région qui vient, enfin de l'Orne du coup, qui vient pour nous présenter sa façon de faire, ou des fromagers de la région. Vraiment des actions qui nous permettent de voir notre terroir et de manger, de savoir ce qu'on mange et d'où vient ce qu'on mange surtout. Très important. Monsieur Tessier, Monsieur Vermès, comment ça se passe, vous, au sein de vos établissements, par rapport à tout ça, par rapport à l'alimentation? Vous avez des chiffres Non, j'ai pas de chiffres, mais effectivement, ce qui a été présenté tout à l'heure, moi je confirme qu'effectivement nous faisons tout cela et nous attachons beaucoup d'importance à développer les produits locaux. C'est important pour l'éducation gustative aussi des jeunes. Hein. C'est pourquoi assez régulièrement nous avons des animations. La chef de cuisine y tient beaucoup et pour nous c'est essentiel. Nos jeunes découvrent parfois certains plats. Voilà, pour eux c'est une nouveauté et ça fait partie de l'éducation globale. Donc on soutient bien sûr ces initiatives. Je me souviens par exemple d'une animation où elle avait fait venir un boucher avec lequel nous travaillons, un producteur avec lequel nous travaillons régulièrement, qui avait amené une vache, enfin une fausse, hein, je vous rassure, dans le réfectoire. Et eh bien ça permettait de détailler tous les morceaux de viande. Voilà, ce sont des choses qu'on ne connaît pas forcément, hein, et que les jeunes ne connaissent pas. Donc c'est intéressant de leur montrer d'où ça vient, ce qu'ils ont dans leur assiette. Bon, en ce qui nous concerne, je dirais que le cas est un petit peu différent parce que nous avons, en tant qu'établissement privé, nous avons une certaine indépendance vis-à-vis par rapport aux établissements publics. En ce qui nous concerne, la région intervient pour les subventions, pour le financement de certains travaux. Je le citais tout à l'heure, pour se porter garante d'un emprunt que nous avons pu réaliser ou que nous avons réalisé en vue des chantiers que nous avons entamés. Après, la nourriture, l'alimentation au sein de notre établissement se fait via un prestataire privé. Mais bon, il est évident qu'au travers des négociations que nous menons avec ce prestataire, il y a nous faisons appel à bien des fournisseurs de la région de l'agglomération de Rouen ou la proche proximité. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose par rapport à l'alimentation ou on passe à un autre sujet peut-être? Juste une autre anecdote gustative, c'est pour le lycée Pesquet, puisque Thomas Pesquet est là-haut, lycée Pesquet-Coutances, où il y a aussi un chef de cuisine merveilleux qui fait un foie gras, qui fait son propre foie gras, dont il a déposé la recette et qui offre tous les ans à Noël le repas, qui fait le repas de Noël spécial pour l'ensemble de ces jeunes. Et il le dit lui-même, ils en bavent tellement au cours de l'année qu'ils ont droit au meilleur. Donc, ça fait partie de ces choses fabuleuses qui sont faites dans nos lycées normands. Et c'est à Coutances, alors c'est Coutances, c'est Mortagne, c'est Rilsen, c'est partout. Et c'est très important pour nos jeunes de bien manger. Il faut savoir que parfois, c'est le seul repas équilibré pour certains dans la journée, voire, on le sait, le seul repas, selon certaines difficultés qu'il peut y avoir dans les familles. Donc c'est essentiel qu'on mange bien dans son lycée. Très important. Alors, on a parlé de l'alimentation, on a parlé du numérique. Vous avez chacun un peu évoqué donc, les actions dites éducatives au sein des établissements. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites pour la culture ou, vous l'avez parlé très rapidement, Monsieur Degnaud, de l'international? Comment conjuguer, entre guillemets, la dimension internationale avec nos lycées actuels? Alors quand on a le droit de sortir de France et qu'on a le droit de faire venir des gens en France, on a un système qui s'appelle Passe-Monde, qui a été mis en place, où l'idée est de permettre à tout jeune normand qui veut aller faire un stage à l'étranger, un stage obligatoire, un stage de formation, pas des vacances, c'est pour bosser qu'on y va. On paye une partie
du voyage. On paye grosso modo le billet de train ou d'avion, c'est un peu ça l'idée. La subvention est liée à la distance du stage et à la longueur du stage. Et donc, on peut avoir jusqu'à des sommes très importantes quand même pour accompagner. Je cite toujours cette anecdote d'une jeune alençonnaise, pardon, c'est encore l'ordre, mais cette jeune alençonnaise qui est allée faire son stage de fin de formation à Hawaï. Voilà, avec une aide de la région. Elle avait trouvé un stage là-bas, elle y est allée. Donc, il y a plein de choses comme ça. On ne veut pas que l'argent soit un frein au voyage, parce que l'ouverture au monde est essentielle, parce que l'usage des langues est essentiel, l'usage de l'anglais notamment. On a un autre système qui s'appelle Normandie Langue, qui existe quand il n'y a pas de Covid. Ça fait 2 années qu'on l'a annulé parce qu'on ne pouvait pas organiser les choses et on ne pouvait pas rassembler les gens. Mais l'idée, c'est que des jeunes normands sont rassemblés une semaine par petits groupes dans un lycée qui, en principe, n'est pas le leur, pour leur montrer qu'on peut sortir de son lycée, qu'on peut sortir de sa ville, qu'on peut sortir de son quartier pour aller dans d'autres lycées, rencontrer d'autres personnes, d'autres villes, voir d'autres paysages. Et on est une semaine en immersion en anglais, avec des profs d'anglais, avec des assistants de langue anglaise, avec des natifs vraiment. Et donc l'idée, c'est de faire du sport, de la cuisine, de voir des films, de visiter des terrains de notre région, des coins de notre région, mais tout ça se fait en principe en anglais. Et c'est la région qui prend absolument en charge la totalité du coût de cela. C'est fait bien évidemment comme la totalité de nos actions éducatives en partenariat avec les autorités académiques, que ce soit l'éducation nationale ou la DRAF pour les lycées agricoles. C'est ouvert à tout le monde. Encore une fois, lycée public, lycée privé, pas de différence. Très bien. Monsieur Tessier, Monsieur Vermès, un commentaire par rapport à tout ça? Je redirais simplement que notre statut est quand même totalement différent des établissements publics et que nous gérons nous-mêmes, que ce soit, on en parlait à l'instant, l'alimentation de nos élèves. Les déplacements à l'étranger sont également les échanges internationaux qui existent mais sont financés par notre établissement et par les familles, avec le caractère privé propre à notre enseignement, à notre établissement, à nos établissements. Et que aujourd'hui, je redis que l'action de la région dont nous avons tant besoin et qui nous aide bien, c'est au travers des subventions, au travers des garanties d'emprunt. C'est un mouvement, je dirais, c'est une palette uniquement financière, mais ô combien bienfaitrice pour notre établissement et l'ensemble de l'enseignement privé de la région Normandie. Parfait. Alors, donc là, on a déjà brassé pas mal de sujets, donc l'alimentation, le numérique, l'international. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous portent à cœur ou qui pour vous sont, au centre des enjeux actuels et futurs? Voilà, je pose la question par exemple à Monsieur Tessier, Monsieur Vermès qui sont sur le terrain, ou encore du coup Monsieur Degnaud qui est au centre de tout ça, entre guillemets. Oui, je crois qu'il y a des programmes qui sont très intéressants dans le cadre du lycée du futur, notamment, qui couvrent des axes culturels, des axes de réflexion aussi sur le quotidien des jeunes dans leur établissement. Comment, par exemple, organiser des espaces qui permettent aux jeunes de se détendre et en même temps d'avoir, on parlait du numérique tout à l'heure, des connexions facilement accessibles pour qu'ils puissent travailler en dehors des heures de cours, en s'inspirant un petit peu par exemple de ce qu'on trouve dans les universités où on a des grands espaces, des grands halls comme ça, où il y a des banques comme cela, et puis les jeunes peuvent se connecter. Alors, parfois c'est l'ordinateur, parfois c'est le téléphone portable, évidemment, mais ça, c'est absolument essentiel pour eux d'avoir ces espaces qui soient agréables, en dehors des heures de cours, des réflexions aussi qui sont menées sur les internats, bien sûr, et qui vont s'intensifier. Le rectorat souhaite développer les internats du XXIe siècle. Donc ça veut dire qu'il y a des projets à développer dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, mais aussi, évidemment, tout cela a une influence sur les locaux eux-mêmes. Il faudra
revoir certaines organisations dans la répartition des chambres, etc., pour faciliter. Puis il y a aussi l'accueil de public un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des lycéens, on a aussi des jeunes de BTS, par exemple. Moi, j'ai développé 2 nouvelles formations en BTS en alternance. Et bien voilà, bon, ils sont moins demandeurs de places d'internat, mais c'est possible parce que on est sur un secteur assez rural et que effectivement les jeunes viennent de très loin, donc ils ont besoin aussi, pour pouvoir poursuivre leurs études, d'avoir accès à ces internats. La question de l'internat va être essentielle dans les années qui viennent. On s'est rendu compte depuis un petit moment que les besoins en internat sont assez importants parce que plusieurs jeunes veulent être internes, comme vous le disiez, Monsieur Tessier, parce qu'ils habitent assez loin et donc faire les trajets, c'est trop compliqué pour eux, c'est trop long et ils n'ont pas envie de perdre de temps entre la sortie des cours et l'arrivée chez eux et de faire les leçons et de repartir le lendemain, c'est trop. Certains, et c'est dramatique, fuient leur milieu familial en se disant au moins quand je suis interne, je suis cadré, j'ai l'étude, je suis au calme, je peux travailler, je peux réviser, j'ai tous les bouquins du CDI qui sont là, j'ai toutes les bases de données, j'ai tout. Et donc c'est important. Et on a aussi, comme vous le disiez, Monsieur Tessier, des jeunes qui changent leurs habitudes et leurs envies. Les grandes chambrées de 15 ou 20, etc., c'est fini. Même les chambrées de 4-5, ça commence à être un peu compliqué. On sent bien que les jeunes maintenant ont besoin de plus d'intimité qu'avant. On a toute cette notion sur laquelle on va travailler aussi du bien-être du lycéen normand. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est le bien-être psychologique. On parlait du numérique, il faut faire attention aussi à l'addiction aux écrans. Donc on va travailler là-dessus. Mais il y a aussi tout ce bien-être le soir, c'est-à-dire quand on rentre d'heures de cours, quand on est dans sa chambre, on n'a pas envie. Il y a la notion de possession et de droit à son corps aussi, qui se développe beaucoup dans la jeunesse actuelle, notamment en Normandie. Donc il faut qu'on y travaille. C'est des chambres de 2, 3, et ça semble être de plus en plus le maximum qu'on puisse avoir. Donc il faut qu'on modernise tout ça. Il y a un grand chantier à faire pour moderniser tous les internats. Faire accéder le Wi-Fi aussi pour qu'on puisse travailler une fois que les cours sont finis, améliorer les conditions sanitaires, améliorer tout ça. Il y a un certain nombre de gros chantiers qui vont être lancés. Il y a énormément d'internats qui ont été modernisés depuis 5 ans, mais il y en a encore beaucoup à faire. Donc il y a un gros chantier en tenant compte des aspirations de la jeunesse normande qui sont complètement différentes de ce qu'elles pouvaient être il y a quelques années. Mais c'est très important ce sujet de l'internat. Monsieur Vermis, justement. Au niveau de l'internat, pour faire suite aux propos de Monsieur Degnaud, il est vrai que nous avons profité des travaux de réhabilitation de notre internat pour revoir tout à fait la configuration et pour être, je dirais, dans l'esprit du monde d'aujourd'hui et de la jeunesse d'aujourd'hui, puisque effectivement nous avions des chambres qui étaient déjà très petites, très étroites. Et aujourd'hui, nous essayons d'avoir, selon les dimensions des pièces, 2 voire 3 élèves par chambre, mais avec un espace beaucoup plus convivial, beaucoup plus agréable pour les élèves qui nous sont confiés. Et puis je voudrais, on en parlait tout à l'heure, dire aussi quel est l'intérêt que nous portons au programme de Normandie numérique, puisque là, nous sommes quand même partie prenante en tant qu'établissement scolaire, même si nous sommes dans l'enseignement privé, il y a quand même des actions menées par la région Normandie qui nous sont utiles et que nous suivons de très près. Parfait. Du coup, Pauline, toi qui es au centre de tout ça, sur le terrain, comment est-ce que tu ressens les différentes actions qui sont mises en place, que ce soit par rapport à l'alimentation, l'accès à la culture, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Tu as déjà été confronté à certaines situations sur des thèmes qu'on a déjà pu aborder. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors, c'est vrai que je suis sur le terrain, du coup, pour le coup, là, je vois vraiment les choses de l'intérieur. Et on voit que pour le numérique qui a été abordé tout à l'heure, il y a eu des actions déjà pendant le Covid de mise en place, avec le fait qu'il y ait des nouveaux ordinateurs de mise à disposition. Il y a eu des centres un peu de fait aussi au sein de mon lycée pour les étudiants qui n'ont pas forcément accès au Wi-Fi ou aux ordinateurs qui vont être mis à disposition des élèves.
Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a quand même des élèves qui ont des grosses difficultés. Ou même au niveau de l'internat dont vous parliez tout à l'heure, au niveau des chambres, c'est vrai que moi personnellement je suis pas interne, mais j'ai des amis qui l'ont été. Et elle me disait vraiment qu'il y avait une qualité de vie qui était bien meilleure quand c'était des petites chambrées parce elles avaient leur vie privée et puis même pour les conditions de travail, c'est quand même bien meilleur. Travailler à 4 dans une chambre avec des matières différentes et à 2, c'est quand même très différent. C'est beaucoup mieux. Forcément. De votre côté, vous souhaitiez rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Non. Sur ce sujet-là, non. On pourrait en parler des heures, mais il y a d'autres sujets. Il y a peut-être des questions des gens. Voilà, c'est vrai que le temps tourne. Des actions éducatives aussi, d'autres. Alors, on a pas mal de commentaires, c'est vrai. Les gens réagissent pas mal. Pour le moment, on n'a pas de questions qui sont réellement ressorties. Pour ce qui s'agit de tout ce qu'on a déjà pu discuter, je me permets d'enlever le masque. Donc, on a beaucoup discuté du bien-être, du cadre de vie dans lequel les lycéens évoluent, et justement le corps éducatif. Mais il reste quand même un pan qui est quand même très important au sein du lycée, c'est que c'est entre guillemets la période charnière pour l'orientation, savoir ce qu'on veut faire plus tard, les différentes études, et donc le lycée est justement une période déterminante. Quelles actions sont concrètement mises en place pour justement l'orientation, pour les aider à trouver leur voie, au-delà de ce bien-être entre guillemets dans l'apprentissage et les autres thèmes? Peut-être, moi je peux parler, si vous voulez, plus spécifiquement du sujet sur lequel je travaille depuis 10 ans dans mon établissement, qui est la voie professionnelle. La création de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers est une innovation intéressante parce que, et on l'a vu dans différentes réunions de préparation qu'on a pu faire, même si malheureusement les circonstances actuelles ne nous permettent pas de mener encore les actions, il est indispensable d'aider les jeunes à découvrir les métiers. Alors quand ils sont en lycée professionnel, ils font des stages en entreprise. Un lycéen en bac pro doit faire 22 semaines de stage pendant les 3 années de formation. Ça leur donne évidemment déjà des expériences. Ils sont aussi déjà dans des filières qu'ils ont choisies, qui déjà les amènent vers un certain type de métier. Mais ils peuvent aussi changer d'avis. On a de plus en plus de jeunes qui, à l'issue de leurs études, vont opter pour des voies différentes. On le voit bien dans les demandes qui sont formulées sur Parcoursup. Il y a des demandes d'orientation qui ne correspondent pas du tout à la filière dans laquelle ils sont. Ce qui est intéressant dans cette initiative de l'AROM, c'est aussi de mettre à disposition des jeunes dans les secteurs un petit peu éloignés des grandes villes de matériel. Je pense par exemple au car Pixie, qui est une initiative intéressante, qui permet d'amener dans les établissements scolaires des animations avec des personnes qui vont pouvoir les conseiller, mais aussi du matériel qu'ils vont pouvoir tester pour s'initier à différentes pratiques et leur donner des envies peut-être de se dépasser, parce que un des problèmes que l'on peut rencontrer aussi avec nos élèves, c'est souvent le manque d'ambition. Ils s'autocensurent. Parce qu'il y a des problèmes de mobilité, parce que la famille n'est pas en mesure de les stimuler pour aller faire des études supérieures. Moi, je suis sur un secteur où, pendant très longtemps, il y avait des grosses entreprises qui recrutaient de génération en génération, et on pouvait... Bon, allez, quand on faisait un CAP, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était déjà une excellente formation. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là. Ces entreprises, d'ailleurs, ont disparu. Hein. Et donc, on a toutes les peines du monde à les stimuler. Donc, bien sûr, on travaille avec les CIO, les services d'orientation, on leur présente un certain nombre de choses. Les professeurs sont là pour les guider, mais la région nous apporte une aide logistique également, parce que voilà, on a des jeunes qui sont éloignés des lycées où ils vont pouvoir suivre des formations. Quand on est dans une grande ville, c'est facile, on a 4-5 lycées professionnels, on peut essayer d'aller regarder un petit peu partout. Quand on est sur un secteur un peu plus éloigné, il y a le lycée professionnel du secteur, on va dire, et comme on ne veut pas aller trop loin, souvent on choisit une orientation par défaut. Donc l'initiative, là, consiste à aider
au niveau du collège déjà, tous les personnels de l'éducation à utiliser un certain nombre de ressources, leur donner des ressources, à leur donner des aides aussi pour la mobilité, emmener des classes, visiter les établissements, visiter les entreprises, etc. Ça, c'est pas forcément évident pour tous. Hein. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est amené à se développer. Évidemment, on en est au stade un petit peu embryonnaire parce que la crise sanitaire a tout stoppé, mais c'est vraiment essentiel d'aider les jeunes à découvrir un maximum de filières et surtout à ne pas s'auto-censurer. Très important. Une remarque, peut-être? Je dirais simplement que nous avons également dans nos établissements privés la possibilité de faire suivre des stages de formation ou d'apprentissage ou de contact avec les différents corps de métier pour nos élèves de 3e et de 1re. En général, ils passent une semaine chacun dans des différentes sociétés de façon à apprendre un petit peu et à s'orienter ou chercher une orientation. Pauline, justement, de ton côté, l'orientation, comment ça s'articule? Est-ce que déjà, toi, tu y vois plus clair avec la formation que tu fais actuellement? Est-ce que des choses peuvent être ajoutées pour gagner en certitude? Oui, alors moi je peux parler du coup là de mon cas plus personnel parce que je suis filleule de l'association Chemin d'Avenir qui entretient des liens avec la région, dont Hervé Morin, le président de la région, est lui-même parrain de l'association. C'est une association qui va essayer de venir en aide aux jeunes de périphérie qui vont avoir tendance à se censurer, à pas oser partir trop loin de chez eux, qui connaissent pas forcément les formations ou dont ils n'ont jamais entendu parler, ou des entreprises qui sont très loin de chez eux, qui vont avoir des difficultés à accéder. Et l'association met en place un parrainage vraiment personnalisé à chaque élève. Et ils vont mettre aussi en place des stages. Une chose que je trouve que c'est un manque cruel d'informations là-dessus au lycée, c'est que j'ai beaucoup de mes amis qui ne savaient eux-mêmes pas qu'on pouvait faire des stages en général quand on est en première, en terminale ou en seconde. Ce qui est une chose que tout le monde, ça devrait être général. Tout le monde devrait faire un stage au lycée pour vraiment se rendre compte du monde du travail, comment ça fonctionne, et découvrir des métiers qui nous viennent pas du tout à l'esprit et qui pourtant peuvent devenir nos métiers ou des filières d'avenir. J'ai moi-même eu l'occasion, il y a quelques semaines, de faire un stage à la région, au sein du cabinet du président, une occasion sans être membre de l'association, sans que la région donne l'occasion à l'association de s'étendre chez nous. J'aurais jamais pu le faire. Et je pense que c'est quelque chose vraiment que chaque jeune devrait tenter pour ne serait-ce que voir plus clair dans leur formation. Merci Pauline. C'est un sujet très important que cette orientation et que le frein que les jeunes Normands peuvent se mettre, comme vous disiez, Monsieur Tessier, de se dire c'est pas pour moi parce que j'habite loin de tout, parce que je suis d'un milieu social qui n'est pas favorisé, parce que je suis à la campagne, je suis dans un quartier difficile ou quoi ou qu'est-ce. Donc ce qu'on est en train de tester avec l'association dont vient parler de Pauline, Chemin d'Avenir, c'est dans le monde rural, c'est 4 lycées et des collèges aussi dans un secteur de l'Orne et de l'Eure, pour qu'on puisse voir comment on peut montrer à tous ces jeunes qu'ils ont exactement les mêmes capacités que les autres, qu'ils ont exactement les mêmes droits que les autres, que ce n'est pas parce qu'ils habitent dans tel ou tel secteur de Normandie ou qu'ils étudient dans tel ou tel établissement qu'ils sont privés de quoi que ce soit, qu'au contraire, on doit pouvoir leur ouvrir des portes, on doit pouvoir leur ouvrir des carnets d'adresses, on doit pouvoir être le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Et David Marguerite dit ça pour les CFA, pour les apprentis, et c'est une très belle expression, dire qu'on doit permettre à tout le monde de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir se rendre compte qu'ils ont des capacités et qu'ils ont le droit de faire tout ça. Donc avec cette association Chemin d'Avenir, on a testé 4 établissements de Normandie, 4 lycées, et on va certainement étendre dans les années qui viennent le système, parce que Pauline m'en parlait tout à l'heure. C'est une grande satisfaction, et il y a du sourire derrière le masque de Pauline, parce que visiblement elle s'éclate, et elle a la confirmation qu'elle veut suivre la formation qui lui plaît, et qu'elle a les capacités de le faire, et qu'on se donne confiance. Et je pense aussi que tu m'expliquais qu'ils peuvent aussi vous guider sur attention, il ne faut pas aller par là parce que ce n'est pas forcément ton profil au final. Il y a des choses comme ça. Ils encouragent, mais ils peuvent aussi alerter sur les risques éventuels, c'est ça ?
Alors oui, tout à fait, parce qu'on a un système, quand on rentre dans l'association, on remplit tout un questionnaire, vraiment des questions détaillées, qui vont nous permettre d'avoir un parrain ou une marraine qui est vraiment personnalisé sur ce qu'on veut et sur ce qui nous plaît. Ce qui fait que la personne, tout au long de notre scolarité, du moment de notre entrée dans l'association à notre départ ou au fait qu'on reste dans l'association, c'est notre possibilité, on va être vraiment à chacune des étapes où on va devoir choisir notre formation, accompagné dans nos recherches, dans des forums où on va avoir des vidéos de présentation de métiers et on va pouvoir aussi nous dire va pas trop de ce côté-là parce que au final ça correspond pas à ce que tu penses. Ou là par exemple on va pouvoir faire un stage pour vraiment nous montrer comment c'est dans la réalité. Ce qui c'est vraiment on voit l'intérieur des choses et on est accompagné parce que des fois on est totalement perdu, on va avoir tendance à paniquer, à pas vraiment savoir ou à aller dans un choix par défaut. Alors que avec ce système de parrainage, on est encadré et ça nous permet de prendre la bonne décision, une décision qui nous correspond. D'accord. On a justement pas mal de commentaires, dont un de Thibaut localisé dans la Manche, qui lui insiste justement sur le fait de pouvoir faire des stages non rémunérés, par exemple pendant les vacances scolaires, histoire justement de pouvoir trouver sa voie, de se professionnaliser, d'étoffer un peu son CV. Justement, donc c'est quelque chose qui semble être déjà entre guillemets mis en place partiellement avec cette association. Est-ce que justement ça peut être pertinent de développer ça à l'échelle régionale? Est-ce que justement les proviseurs de lycées privés comme publics seraient ouverts à tout ça? C'est des questions qu'on peut se poser, donc chacun, je vous invite à prendre la parole par rapport à cette remarque de Thibaut. Oui, tout à fait. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, dans l'enseignement professionnel, il y a forcément des stages, donc ça fait déjà partie du cursus. Mais dans l'enseignement général, ça n'est pas dedans. Donc, il est très important que les jeunes puissent développer des compétences, découvrir toutes sortes de formations pour leur avenir et préparer leur orientation. Et ça peut se faire effectivement sur des périodes de vacances. Si les parents signent une convention avec l'entreprise d'accueil. Alors par contre, ça n'est pas... je ne suis pas en lycée général, mais je crois que pour l'instant, on ne relaie pas ça, si vous voulez, sur les lycées généraux, parce qu'on a une responsabilité en tant que chef d'établissement et que si on signe une convention de stage, ça veut dire qu'on a forcément un référent dans l'établissement, joignable et en mesure d'intervenir en cas de problème sur toute la durée du stage. Ce qui est donc difficile pendant les périodes de vacances. Alors nous le faisons quand même sur le lycée professionnel, mais avec des normes ce sont des choses bien calibrées. Un élève mineur peut faire une semaine de stage en débordant un peu sur les vacances. Là, on peut signer des conventions, mais à condition qu'il y ait un référent disponible, bien sûr, pour réagir en cas de difficulté. C'est important. Très bien. Monsieur Vermès. Non, je n'ai rien à rajouter à ce que disait M. Tessier, puisqu'il a lui-même parlé des lycées d'enseignement généraux, et donc là, l'enseignement général, et là, on est un petit peu dans la situation qu'il vient de préciser. C'est pourtant essentiel, et on a essayé dans le cadre du lycée du futur de faire en sorte que le monde du lycée s'ouvre à l'entreprise et que le monde de l'entreprise s'ouvre aussi au monde du lycée. Il y a certaines barrières qui existent traditionnellement qu'il faut faire sauter parce qu'on arrivera à plus de choses comme ça en ouvrant aussi les plateaux techniques des lycées professionnels parfois à certaines entreprises avec des systèmes des partenariats qu'on peut mettre en place. Ça existe déjà. Vous avez déjà des constructeurs automobiles qui peuvent prêter des voitures pour les élèves en lycée pro, mécanique, etc., pour apprendre à utiliser. Et puis la voiture retourne au garage. Et puis ils prennent aussi des stagiaires, des partenariats comme ça avec des grandes entreprises qui existent. Donc il faut qu'on continue ça, parce que comme le disait Pauline, c'est la meilleure orientation, un stage. Qu'on voit si effectivement, oui ou non, on est fait pour tel ou tel métier, le stage est réussi. Même si je me dis, j'ai eu moi dans mon activité professionnelle une stagiaire un jour qui m'a dit à la fin du stage, j'ai détesté le stage, je déteste le métier. Et ben je lui dis, bah oui, mais ton stage il est réussi quand même parce qu'au moins tu sais que tu veux pas faire ça. Et je préfère qu'elle ait fait ça quand elle était en 3e ou en seconde, je ne sais plus, ce stage-là, et qu'elle sache qu'après son bac, elle ne voulait pas faire ça, plutôt qu'elle s'engage dans une filière et que ce ne soit pas du tout fait pour elle, et qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elle se dise « j'y arrive pas, je m'ennuie, je ne suis pas douée pour ça, il faut que je fasse autre chose », et qu'elle ait le sentiment d'échec, etc. Alors que là, au bout d'une semaine, elle s'est dit « bon ben non, ça déjà, je ne coche pas ces cases-là ».
Et j'avance, elle fait tout autre chose maintenant, mais je pense qu'elle est très heureuse. Donc tout ça, c'est très important. Il faut qu'on le travaille, qu'on apporte de la souplesse et de l'ouverture des uns vers les autres pour réussir. D'accord, très bien. Alors là, l'heure tourne, on arrive bientôt à la fin du coup de notre échange. Est-ce que vous souhaitez au préalable aborder un dernier sujet avant de clôturer, quelque chose qu'on n'aurait pas pu évoquer par exemple, ou qui vous tient à cœur? Monsieur Degnaud? Non, sauf si les autres en ont, parce que moi j'en ai encore plein. Mais on a parlé des actions éducatives, on a aussi des actions pour faire des jeunes Normands des citoyens ouverts, des citoyens tolérants, des citoyens ouverts sur le monde, on en a parlé. La culture, je voudrais aussi parler de toutes les actions qu'on a sur le travail de mémoire, sur le travail on est une terre par laquelle la liberté est arrivée en 1944. On a un gros travail qui est fait avec l'ensemble des établissements de Normandie, qui est proposé à l'ensemble des établissements de Normandie, qui s'appelle notamment Mémoire d'Auschwitz, où on travaille sur la Shoah, où on fait travailler les élèves en amont d'une rencontre, en amont d'une visite, c'est-à-dire on les fait travailler sur qu'est-ce que la Shoah exactement, est-ce que la Shoah était près de chez vous, oui, non, et est-ce qu'on peut travailler, et on leur fait rencontrer une rescapée d'Auschwitz, Ginette, on les fait voyager là-bas, on les emmène là-bas 2 jours, visiter le site d'Auschwitz, j'y suis allé avec eux, je n'oublierai jamais ça, et au retour, il y a une présentation à eux pour montrer qu'effectivement la Shoah, ça a été chez eux, ça a été à côté. Ça s'est passé, c'était vrai. Ça pouvait être la maison d'à côté chez qui on pouvait venir chercher des gens, etc. Et leur faire travailler sur tout ça. Et il y a un ensemble de choses aussi, on parlait des langues, on parle de la culture, on parle du sport, sur lesquels on travaille au quotidien. Et puis il y a ce prix Liberté aussi qui est ouvert à la jeunesse, qui permet de décider pour les jeunes de 15 à 25 ans qui incarnent le mieux la liberté dans le monde. Il y a plein d'actions qui sont ouvertes pour la jeunesse de Normandie. Il y a Passe Monde, il y a le PAC à tout Normandie aussi, où on finance l'achat des livres, l'achat des matériels scolaires pour les lycées professionnels, pour le livre numérique aussi, parce qu'on parlait du numérique tout à l'heure, il y a des logiciels et des livres numériques qui sont sur les ordinateurs, ça peut être aussi, ça coûte cher, donc il y a aussi un accompagnement région, puisque c'est grosso modo un manuel scolaire, donc on lui finance, il y a plein de choses comme ça qui sont ouverts aux différents Normands pour qu'on en fasse des lycéens ouverts, des apprentis, des lycéens professionnels, des lycéens généraux, des lycéens du privé, des maisons familiales, de d'où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, et qu'on veut leur donner tous les outils techniques, les outils bâtis, les outils humains, pour qu'ils puissent devenir de belles personnes et de beaux adultes, pour qu'ils puissent réussir dans la vie, trouver une formation qui leur va, et avoir ensuite un métier qui leur donne du plaisir le matin quand ils se lèvent et qui leur permet de faire aussi bouillir la marmite, de pouvoir acheter une maison, de pouvoir payer un loyer, de pouvoir être heureux, quoi. C'est ça notre boulot. Voilà, donc en faire aussi des citoyens éclairés. C'est bien ça. Voilà. Une remarque par rapport à ce qu'a dit M. Degnaud, M. Vermès, Tessier, Pauline? Non, personne? Parfait. Alors, donc là, si on n'a plus de remarques, on va pouvoir donc clôturer cet échange qui aura été très enrichissant. Ça fait déjà 1 heure qu'on échange sur divers sujets, que ce soit l'alimentation, la culture, l'orientation et aussi donc, les différents enjeux donc, numériques, alimentaires ou encore sociaux. On a pu pas mal confronter nos points de vue, voir ce qui est déjà fait du point de vue de la région Normandie, ce qui est encore à faire. Merci beaucoup d'avoir participé tout à chacun à ce live, à cet échange, que ce soit par vos commentaires, vos questions. Et on se retrouve donc dès demain pour un nouvel échange, cette fois-ci donc avec Sophie Gauguin, vice-présidente en charge du développement économique, pour discuter donc d'un nouveau sujet à 19h. Merci à vous et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Merci.